Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Comme il a dit initialement, c'est le professeur Serge Eolier qui devrait normalement assurer cette communication qu'il m'a déléguée à la dernière minute pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il aurait vraiment bien voulu être là et il vous passe toutes ces salutations. Merci beaucoup. Alors, il m'a demandé de vous entretenir sur l'expérience africaine dans la rédaction donc, des recommandations. Je pense qu'après la présentation du professeur Stahl tout à l'heure, il va être difficile de faire mieux. Mais je vais juste rapporter ce que nous avons fait donc, dans notre contexte, on va dire, africain. Voilà, je me suis à ce propos hasardé donc, à faire quelques petites définitions pour que, par souci de clarté, on va dire, ce qu'on appelait recommandations, comme donc, définition donc, issue du dictionnaire, action d'exhorter quelqu'un à faire quelque chose, par différence avec une directive qui est une instruction donc, générale du haut commandement, donc ça dépend du contexte dans lequel on se situe. Et puis, on en fait des lignes directrices après, comme un cadre stratégique dans lequel tout le monde donc, doit pouvoir s'insérer. Et puis, donc, les guidelines qui sont des orientations générales. Donc, ça, c'est vraiment pour planter un peu le décor. Mais l'objectif de tout ce qui a été fait sous la forme de directives en Afrique, qui sont pour la plupart émanantes des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est dans le but donc d'avoir une sorte de standardisation ou d'harmoniser les guides et stratégies selon donc les différents pays qui prennent en charge donc des infections, de les adapter dans un souci donc de contextualisation par pays en fonction de ce que chacun fait. Pour ne pas qu'on aille chacun fasse sa cuisine interne, on va dire, de son côté. Et donc, comme je disais, donc c'est sur recommandation de l'OMS que les pays africains ont fait sien ces recommandations de sorte à pouvoir les adapter donc, au contexte local sous forme donc, de directives nationales pays. Mais ce serait bien effectivement qu'on se mette ensemble pour pouvoir donc faire la même chose, qu'on soit dans un pays ou dans un autre. Et je vais vous passer un peu en revue ce qui a été fait là. Et toutes ces réunions, on va dire, dans le souci donc d'élaborer des recommandations purement africaines pour répondre à certaines particularités africaines, notamment la riposte face aux émergences infectieuses, le souci donc de faire connaître ce qui est fait ici et là, donc la question donc de publication dont il a été question tout à l'heure, sensibiliser, proposer notamment aux décideurs les meilleurs chemins ou les meilleures voies à suivre pour pouvoir maîtriser un peu la santé des populations. Et donc, ces différentes réunions ont eu pour acteur un promoteur, notamment des promoteurs, en l'occurrence la Société africaine de pathologie infectieuse et le réseau africain des praticiens assurant la prise en charge des personnes infectées par le VIH. Et à chacune de ces réunions, des partenaires qui étaient associés, dont le modérateur qui parlait tout à l'heure, des partenaires qui venaient donc de différents pays, aussi bien d'Afrique ou du Nord, et même du Nord, et également du Maghreb, ce que j'appellerais donc le Sud global. Alors la méthodologie qui a été choisie, donc on partait donc du choix d'une question qui avait une sorte d'intérêt en termes donc de morbidité ou de mortalité et l'impérieuse nécessité de contextualiser les recommandations de l'OMS. Et donc, à chacune de ces questions, il y avait des termes de référence qui étaient rédigés et soumis donc, à un comité scientifique. Et ensuite, on organisait l'atelier pour pouvoir en sortir donc, des directives qui pourraient donc être adaptées aux différents pays. Et ici, vous voyez un peu l'évolution qu'il a eue au fil des années, avec les différentes recommandations qui ont été faites, et je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, de façon pratique,
L'atelier se déroulait sur 2 ou 3 jours et on faisait des présentations en plénière avec tout ce qui a été donc présenté initialement par le professeur Stahl, la revue bibliographique, l'apport donc des experts ou des références sur le plan national ou même régional, etc. Et puis, il y avait des travaux de groupe, et on constituait donc des groupes de travail qui allaient réfléchir sur des thématiques précises. Et au sortir donc de ces travaux de groupe, on faisait donc des sessions plénières pour pouvoir donc tirer donc les recommandations, avec bien sûr une facilitation assurée par les différents spécialistes qui étaient présents. Et les participants, comme je l'ai dit, venaient de divers horizons. On se retrouvait au cours de ces réunions-là à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de personnes venant donc des pays du Sud, mais aussi, comme je l'ai dit, du Maghreb et même du Nord. Alors, je vous présente ici quelques exemples de ces recommandations, notamment historiquement. C'est juste à titre de comparaison, pour vous montrer une idée. On a fait donc des recommandations sur la prise en charge du tétanos en Afrique, notamment. Et cela est parti donc de l'ancienne classification, qui est très ancienne, de celle de Mollare, que certains pays utilisent encore, pour pouvoir asseoir des recommandations purement africaines qu'on appelait le score pronostic de Dakar et qui a été publié par le professeur Vachon en 1975, qui a fait ressortir en fait un certain nombre de variables pronostiques dont on savait qu'elles avaient un intérêt certain dans l'issue du patient et auquel on a affecté donc une cotation chiffrée de 0,1 pour pouvoir ensuite classifier donc le score du tétanos à partir de la 48e heure d'admission. Et d'ailleurs, au sein de la Société africaine de pathologie infectieuse, nous proposons de réviser encore ces variables en pronostic en tenant compte de certaines données actuelles qui n'étaient pas présentes au moment où on le faisait, notamment le rôle de l'infection à VIH, que l'infection à VIH pourrait jouer dans ce score pronostic Dakar. Et des travaux récents qui ont été publiés ont montré aussi que l'âge du patient, lorsqu'il était supérieur à 60 ans, était assorti donc d'un risque élevé de mortalité. Donc ça, c'est une partie de l'historique. Ensuite, ce qui a été fait, il y a eu la recommandation sur les infections à VIH2. VIH2 qui est vraiment spécifique, qui était plutôt prépondérante en Afrique de l'Ouest et également en Afrique centrale. Et des recommandations qui ont été inspirées par différents partenaires sur la base donc, de certains constats. Et ces ateliers-là ont permis donc d'asseoir donc un certain nombre de directives qui ont par la suite été adoptées comme recommandations de l'OMS. Et on s'en souvient bien, consignées donc dans de la documentation. Et donc ces recommandations proposaient un certain nombre de schémas thérapeutiques eu égard à la sensibilité ou plutôt à la non-sensibilité du VIH2 par rapport aux antirétroviraux existants à l'époque. Et donc, on a fait des recommandations de 3 nucléosidiques ou de 2 nucléosidiques plus une antiprotéase, etc., avec ce qui est présenté ici. Et ces recommandations ont par la suite fait l'objet de valorisation scientifique. On parlait donc de publication tout à l'heure. Et cette valorisation scientifique-là s'est faite à travers donc, des revues scientifiques avec un impact factor également important. Ensuite, il y a eu l'atelier sur les hépatites virales. Pour ça, on a parlé tout à l'heure. Et ces recommandations ont porté donc, sur l'hépatite virale B et l'hépatite virale C. Et sous l'égide toujours du RESAPSI, et de l'Institut de médecine et d'épidémiologie appliquée, IMEA. Et donc, je passe un peu ce qui a été fait dans le détail, donc je vous passe. Concernant l'hépatite C, c'était vraiment la période où on faisait, il s'agissait de faire la migration, ça a permis de faire la migration entre les prescriptions d'alors qui étaient essentiellement l'interféron pégylé vers donc les agents antiviraux d'action directe, que sont, entre autres, on peut citer
le sofosbuvir et le daclatasvir, et puis ensuite les nouvelles combinaisons qui sont proposées maintenant. Et ces recommandations avaient été faites pour les enfants en fonction de l'âge, mais aussi des recommandations avaient été faites sur ce qu'il fallait faire sur la femme pour éviter donc la transmission verticale. Et par la suite, il y a eu aussi la valorisation scientifique de ces ateliers qui ont été également publiés. Et plus récemment, on a fait également une réunion donc, de recommandations sur les fièvres, tous les états fébriles qu'on constate dans nos services d'urgence et pour lesquels on n'a pas toujours d'explication parce que dans notre contexte de pays subsaharien, on met toutes les fièvres sur le compte du paludisme. Et plusieurs travaux, notamment publiés en Afrique de l'Est et même en Afrique de l'Ouest et centrale, ont montré que toutes les fièvres n'étaient pas réellement des cas de paludisme avérés. Et donc, on s'est assis pour donc réfléchir sur quelles pouvaient être les étiologies de ces fièvres-là. Et les étiologies, il y avait une pléthore donc, d'étiologies qui transparaissaient. Et on a donc, au cours donc, d'une réunion qui a eu lieu à Abidjan, réfléchi sur la question. Et le professeur Noël Manga, qui est l'actuel ou le président en exercice de la Société africaine de pathologie infectieuse, en a assuré donc le secrétariat. Et au cours de cet atelier, on a fait des recommandations sur la prise en charge donc, des fièvres aux urgences, notamment chez les adultes, chez les enfants et chez les femmes enceintes. Et les différentes questions qui transparaissaient, c'était devant une fièvre aiguë isolée, que fallait-il faire? On a pu aussi fièvre avec syndrome grippal, fièvre avec condensation pulmonaire, donc tous les symptômes qui pouvaient accompagner une fièvre et qui pouvaient donc déboucher sur une orientation diagnostique ont été pris en compte pour pouvoir donc proposer également des conduites atténuées thérapeutiques. Alors, je prends l'exemple donc de la fièvre chez l'adulte, une fièvre isolée. Donc, l'approche diagnostique, on a essayé de distinguer deux groupes, le sujet immunocompétent et le sujet immunodéprimé. Et bien entendu, en prenant en compte les aspects cliniques, les éléments de gravité qui pouvaient également retentir sur le pronostic du patient, et bien sûr certains aspects biologiques, notamment ce qui était disponible dans notre contexte. N'oubliez pas que je parle bien ici de contextualisation, donc de ce qui est proposé. Et cette approche diagnostique a été aussi faite chez le sujet immunodéprimé, comme je l'ai dit tantôt, avec l'existant. La clinique, disons que ça s'applique à tout le monde, mais la biologie, c'est fonction des pays en tenant compte de nos ressources propres et de ce qui pouvait être adapté donc, au contexte purement africain. Et l'approche thérapeutique également tenait plus en compte les éléments de gravité qui étaient susceptibles donc, d'engager le pronostic vital du patient en proposant une conduite atténuée immédiate sur le sujet immunocompétent, mais aussi sur le sujet immunodéprimé, tenant compte de la possibilité d'infection opportuniste qui pourrait également poser problème dans la prise en charge de ces cas-là. Et par la suite, ces recommandations également ont fait l'objet de valorisation scientifique, ce qui a permis donc plus tard d'aboutir à un projet qui s'appelle ALERT, que beaucoup peut-être d'entre vous connaissent. C'est un projet qui a été initié par un consortium scientifique qui était présidé par un Britannique qui s'appelle Peter Orby, qui était à l'université donc, de Oxford, je crois doyen de la faculté de médecine de Oxford, et donc qui a créé ce consortium-là. Et le Work Package 1 de ce consortium qui présidait un peu on va dire, à la gouvernance de ce consortium qui associait donc 22 organisations partenaires, parmi lesquelles on avait 14 pays, notamment 5 pays européens et 5 pays africains. Et je précise que ce consortium ALERT a bénéficié donc du support financier de l'EDCTP, qui sont des fonds donc, de l'Union européenne. Et à la suite dans ce consortium, on a initié un certain nombre d'études. Et donc un projet pilote qui a été une étude multicentrique
à laquelle donc, la Côte d'Ivoire a participé, faisait effectivement ressortir cette notion de fièvre non palus dont il a été question, notamment aux urgences. Et avant donc de démarrer ce projet, pour ce qui est de ce qui s'est passé à Abidjan, notamment le CHU de Treichville où je travaille, on a eu une préétude qui a permis donc d'asseoir un certain nombre de constats pour ensuite faire l'étude multicentrique et qui s'est inspirée donc des résultats de cette préétude-là qui a été d'ailleurs pilotée par un doctorant donc de l'Université de Bordeaux. Et ce qui reste à faire, c'est actuellement donc d'édicter des directives allant donc dans le sens de la prise en charge donc du sepsis, surtout dans le contexte actuel de la résistance antimicrobienne qui pose problème à tout le monde, dans le contexte une seule santé, donc du One Health. Alors comment on prend en charge le sepsis? C'est vrai que l'OMS essaie de simplifier les choses, mais dans différents pays, on n'a pas toujours accès aux outils qui sont proposés, et notamment les outils diagnostiques, il y en a plusieurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Afrique, entre autres? Donc, on a récemment, donc, au mois de mai dernier, organisé donc, une journée nationale d'infectiologie à Abidjan, au cours de laquelle il a été question de la prise en charge donc, du sepsis dans le milieu hospitalier, le contexte hospitalier, et également de la question de la prévention et du contrôle de l'infection. On a réfléchi à la question, on a fait des suggestions. Maintenant, il reste encore à organiser ce type donc, de réunion dont je vous ai présenté la méthodologie tout à l'heure pour en faire donc des recommandations à plus grande échelle. Et je pense que c'est une question qui se pose vraiment avec acuité et on devrait tous se mettre ensemble pour s'y pencher. Et autre recommandation qu'on souhaiterait faire, c'est la prise en charge du paludisme qui n'est ni grave, donc selon les critères de gravité OMS, ni simple non plus, parce qu'on sait que c'est des cas cliniques qui sont souvent embêtantes, qui ne rentrent dans aucun tableau selon les recommandations existantes. Il faudrait bien sûr qu'on s'y penche là-dessus. Et je voudrais, avant de conclure, donc, vous présenter cette image donc, qui est en fait, que je vais traduire par le remue-ménage qu'il faudrait faire avant de pouvoir aller s'asseoir dans une réunion de consensus, apporter les idées, les mettre ensemble, de voir que toutes ces racines enchevêtrées puissent donner clairement naissance donc, à un bel arbre dont le tronc est bien individualisé, donc faisant office donc, de recommandations ou de directives claires et applicables donc, par les différents pays qui y ont participé. Et c'est sur cette image que vous êtes m'arrêter pour dire un grand merci à l'Association marocaine de pathologie infectieuse et d'immunologie clinique avec le professeur Lassen qui nous a bien reçus. Je voudrais vraiment la féliciter pour cette belle organisation. Ça dénote encore de tout ce qui est l'hospitalité africaine, qu'on soit dans le sud ou dans le nord de l'Afrique. Et les confrères ou les maîtres de l'Occident ne diront pas le contraire. Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à ces différentes réunions de consensus. Merci à l'assistance pour votre écoute attentive.